Eh bien, parfait, démarrons alors. Donc, on a les slides en partage d'écran pour tout le monde. Oui. Ça marche. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cet événement commun entre Isogeo et Isolata Solutions. Donc, on a une partie de l'assemblée en ligne, une partie de l'assemblée sur site chez nous à Lausanne. Donc, événement mixte, c'est assez sympa. Donc, on a l'agenda du jour qui est affiché pour notre première séance de 9 à 10 sur présentation rapide de Gelata Solutions et puis basculer sur présentation pour Isogeo et de l'avantage, l'intérêt des catalogages de données géographiques. Et puis, on aura une deuxième session à 10h30 avec cette fois des présentations concrètes sur l'utilisation des outils, des fonctionnalités avec des exemples, des cas d'application remontés ici en Suisse. Et puis de la disponibilité cet après-midi, s'il y a des questions, on peut prévoir des sessions communes, soit sur site, soit à distance. Donc on pourra au fil de l'eau ou en fin de matinée réagender des petites sessions cet après-midi pour ceux qui auraient des questions complémentaires. Donc voilà, allons-y sur la présentation. Alors je ne sais pas qui passe les slides, oui, si c'est tout bon. Donc pour cette première session, Harmonie qui va prendre la parole juste après, directrice commerciale chez Isogeo, et puis donc Daniel Ribeiro, ça c'est moi. Je vais vous présenter rapidement Geodata Solutions. Donc Geodata Solutions, notre axe de travail principal qu'on met en avant aussi aujourd'hui, c'est le travail sur les données et les données géographiques. On retrouve de plus en plus de données géographiques partout. On voit de la cartographie dans plein d'activités, dans les médias de plus en plus. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ces données soient à jour, que ces données soient maîtrisées, d'avoir des modèles, d'avoir des flux de travail qui permettent d'être efficaces et ensuite d'aller rajouter la couche informatique, d'aller rajouter les outils qui permettent d'exploiter, de saisir et d'exploiter correctement ces données. Ensuite, pour Geodata Solutions, donc le nom, il a une définition fonctionnelle. Donc Geodata Solutions, a priori assez clair. On avait travaillé ça dans ce sens-là. Donc la géo, tout ce qui est géographique. Donc là, on a un domaine d'activité assez large. La donnée, pas que la donnée géographique, la donnée au sens large, qu'on va pouvoir produire, importer, traiter, modéliser, etc. Et les solutions informatique, pas uniquement. On parle aussi d'organisation du travail, l'organisation des profils, les processus à l'intérieur des entreprises, les bons choix de logiciels, entre le sur-mesure, le logiciel sur étagère, le logiciel sous licence, l'open source, etc. Et puis, en dessous, sans oublier toute la couche informatique, d'architecture, d'infrastructure, qui est aussi nécessaire en fonction de ce qu'on veut faire tourner. Donc ça, c'est notre définition fonctionnelle, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, on a une définition plus technique qui correspond un peu à comment on va le faire. Donc, on a une dimension informatique. Donc là, il y a toute la panoplie en fait, d'une entreprise informatique. On parle de l'infrastructure, de l'architecture, de développement sur mesure quand c'est nécessaire, de tout ce qui est installation, support des systèmes. Et puis, paramétrage après de tout ce qui est système d'information. Donc là, on retrouve les notions humaines, les notions de procédure, de processus de travail, et puis réintégration des données. Dans cet élément-là, on va avoir nécessairement des projets de digitalisation, de numérisation, de dématérialisation. Donc tout ça, ça rentre dans la logique d'un système d'information géographique et un système d'information d'entreprise. Et puis le dernier point, GIS, donc pour la spécialité système d'information géographique, qui reste avant tout un système d'information avec cette composante de géolocalisation. Donc, on réunit l'ensemble de ces éléments-là pour produire des SIG qui vont s'intégrer dans des systèmes d'information d'entreprise au sens large ou qui vont pouvoir répondre tout simplement à des besoins très, très précis, très unitaires sur des domaines plus spécialisés.
Ensuite, on a dans les grands domaines d'activité, donc là, on parle aujourd'hui surtout de la partie SIG et cartographie. On a d'autres domaines, d'autres branches. Donc, on parle de vision par ordinateur, c'est tout ce qui est capteur et puis acquisition de données de manière, on va dire, intelligente, intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance de données sur caméra, sur smartphone, sur ce qu'on appelle la localisation basée vision aussi, donc comment se repérer dans l'espace sans forcément utiliser les signaux GPS, Galileo ou autres. Donc là, c'est des formes d'intelligence qu'on rajoute en fait sur des capteurs en amont pour faire de l'acquisition ou de la reconnaissance de données sur le terrain. Et puis cette acquisition reconnaissance, on la mixe aussi sur le côté aérien, puisque là, on rentre aussi sur des activités qui ne font pas partie du sujet aujourd'hui, mais observation de la Terre, traitement de capteurs d'imagerie satellite, retraitement des signaux, GNSS, que ce soit GPS, Galileo ou autre, avec des gestions de positionnement. Donc là, c'est une branche un peu particulière, un peu différente, mais qui nous ramène aussi de la donnée géographique qu'on peut réinsérer dans les SIG quand c'est nécessaire. Et la partie géo-intelligence, c'est en fait tout ce qu'on va pouvoir exploiter une fois que tous ces éléments sont en place. Les analyses, tout ce qui est business intelligence, reporting, tout ce qui est surveillance, capteur sur les infrastructures, production de cartographie de différents types, 2D, 3D, temps réel, historique. Et puis une branche aussi qui s'ouvre, qu'on exploite de plus en plus, qui est la partie géomarketing. Donc l'association de ces disciplines et comment remonter tout ça sur des entreprises qui ne sont pas spécialisées dans le SIG, mais qui en tirent profit pour optimiser leur marketing. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie plus SIG. Et puis, pour soutenir tout ça, donc on a un certain nombre de prestations, de services qui sont listés ici. Donc ça correspond de manière classique à des services d'entreprise informatique et SIG, la gestion de projet, toute la business analyse, les workflows, les user experience, une composante géomatique et géo-informatique. On différencie la géomatique, on va dire, plus côté utilisateur, de la géo-informatique plus côté serveur, pour simplifier. Et puis, on a des prestations un peu particulières comme l'acquisition de données, par exemple. On fait vraiment de l'acquisition terrain en mode laser, en mode drone, en mode caméra, en mode satellite. On fait de la migration de plus en plus de données, donc des entités qui renouvellent, qui changent de système d'information. Et puis, il faut réanalyser, remodéliser et transférer les données entre les deux systèmes. Et puis de l'hébergement. Donc, on a une prestation aussi où on gère des infrastructures de serveurs. On fait de l'hébergement de solutions, principalement SIG, parce que c'est là où on a une plus-value pour héberger n'importe quel type de solution finalement, mais on se focus surtout sur les parties SIG. Et puis là, on offre tout ce qui est maintenant support sur des data centers qui sont en Suisse. Et puis formation, délégation, recrutement, c'est pour indiquer en fait les différents modes de projet sur la partie ressources humaines. On peut travailler en équipe chez nous, on va dire. On peut travailler donc en collaboration dans ce qu'on peut appeler des digital factories parfois qui se montent chez les clients, ou on peut aussi déléguer des personnes, les mettre à disposition un certain temps pour qu'elles viennent travailler, embarquer directement dans les équipes de nos clients. Voilà, donc là, ça brosse un petit peu dans les grandes lignes. Alors, les valeurs, on ne va pas s'étendre, ça fait partie des présentations un peu standards. Ensuite, on peut passer sur la partie qui concerne le focus aujourd'hui, donc sur les données. Ce que j'avais dit en introduction, en préambule. Donc, notre manière d'aborder les projets, c'est surtout de les aborder par les données. On a ce petit slogan, les outils changent et les données restent. Si vous changez d'outil informatique dans quelques temps, ce qui arrivera forcément, les données qui sont insérées dans votre système, vous allez vouloir les conserver, elles vont continuer à arriver, elles vont continuer à augmenter. Donc, c'est la plus-value, la valeur des différentes organisations, elle se trouve surtout dans les données qu'elles ont et pas spécialement dans les outils. Les outils, c'est important, mais c'est un moyen. Et ce qui compte surtout, c'est qu'on analyse, qu'on modélise et qu'on pérennise, qu'on valorise correctement ces données. Et c'est là où, en termes de démarche de projet, en fait, on va commencer plutôt par
proposer de l'analyse de workflow, de l'analyse de modèles de données, avant de proposer une liste de spécifications pour développer des boutons, des écrans à droite à gauche. Pour nous, ça, c'est la phase qui vient après. On peut développer ce qu'on veut, mais si on ne maîtrise pas le cœur de l'information, à la fin, on n'aura pas gagné grand-chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre axe de travail, d'où l'événement aussi aujourd'hui, puis le rapprochement avec Isogeo. Dans tous ces projets, de systèmes d'information, on retrouve une composante de données qui augmente de plus en plus. Il est important, on se rend compte souvent un peu tard qu'il est important de pouvoir retrouver ces données, qu'elles soient bien organisées, savoir d'où elles viennent, où elles vont, qui s'en sert, qui en est le responsable, quel est leur niveau de qualité, de mise à jour, etc. Et souvent, dans les projets, on se rend compte de ça une fois qu'on a atteint un certain stade, une certaine maturité sur les données. Et ce qu'on essaye de promouvoir aussi, c'est d'introduire ce type de réflexion, de catalogage en amont pour que ça soit moins douloureux, moins coûteux après. C'est pas toujours évident à appréhender comme ça quand on a quelques informations qui ne sont pas si énormes, mais ça peut assez vite augmenter. Et le rapprochement avec Isogeo, il va justement dans ce sens-là. L'idée, c'est au sein des projets de systèmes d'information et de systèmes d'information géographique, de pouvoir apporter ce produit, cette capacité de catalogage qui va s'intégrer, on verra après, qui va s'intégrer dans les différents outils du SIG pour que ce soit fluide et pratique à exploiter. Donc, on a vraiment une philosophie basée sur la donnée qui se rejoint. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose cet événement, et puis ça fait quelques temps déjà qu'on travaille ensemble sur différents projets. Donc j'espère que vous allez voir et découvrir des éléments intéressants sur cette partie-là. Focus sur les données, donc ça correspond après à ce que j'ai dit rapidement. Et puis la dernière slide, c'est alors on va dire la promesse. La promesse, c'est le but, c'est de travailler sur les données et de rendre les clients le plus autonomes possible sur leurs données et sur leur système. Donc, notre objectif, c'est, et puis aussi bien Geodata Solutions que Isogeo, c'est pas de mettre en place des solutions qui vont nécessiter notre présence systématique et continue pour que ça puisse fonctionner. Le but, c'est que ça puisse être pris en main, que ça puisse être exploité, que ce soit des outils intuitifs, des outils simples à manipuler, et qu'il y ait une autonomie qui se crée du côté de nos clients pour qu'on revienne, évidemment, ça nous intéresse, mais qu'on revienne faire de la plus-value et de l'évolution, et puis qu'on ne soit pas simplement nécessaire pour faire de l'exploitation au jour le jour. À ce moment-là, notre plus-value, elle ne serait pas très marquée. Donc, pour ça, on doit prendre en compte alors, les éléments techniques qu'on met en place, mais comment est-ce que ça va s'intégrer dans les processus et humainement chez les clients, c'est à chaque fois différent. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants, dont on tient compte pour que ce ne soit pas un projet qui se répète à chaque fois de la même façon. Chaque client est différent, donc plusieurs projets finalement ne se vivent jamais de la même façon. Le but étant à la fin qu'on puisse se dire, OK, ça marche, vous pouvez fonctionner de votre côté et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour augmenter le système, mais exploitez-le, profitez-en et capitalisez sur vos données. Sur cette partie, donc, je vais passer la parole maintenant à Harmonie qui va rentrer un peu plus en détail sur cette partie justement Isogeo et catalogage. Et on se retrouve après pour questions-réponses un peu plus tard dans la session. Je te laisse continuer. Ça marche. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour cette super introduction. Et puis, effectivement, encore merci aussi pour l'organisation et l'animation de cette journée, cet événement hybride Geodata Solutions Isogeo. Donc, je vais commencer effectivement par la démarche de catalogage. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, c'est pas forcément une présentation classique d'Isogeo. Au contraire, je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour vous expliquer et vous présenter ce que c'est qu'une démarche de catalogage des données géographiques réussie.
Alors, justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que chacun d'entre vous se pose cette question. Donc, finalement, chez moi, dans mon organisation, qu'elle soit privée ou publique, de quoi se compose mon patrimoine SIG? Donc, on va avoir tendance à tout de suite penser à une seule et même chose, mais finalement, ce patrimoine, il est plutôt varié. Attendez, j'ai encore perdu ma souris. Enfin, donc, pourquoi est-ce qu'il est plutôt varié? Ben, parce que la réponse qu'on aurait tendance à donner en premier lieu, c'est justement les données qui sont propres à l'organisation, dont on est producteur, ou bien des données qu'on aurait acquises. Mais finalement, le patrimoine, il va aussi se composer des données des partenaires, des données des infrastructures de données géographiques qui existent autour de nous, des données de référence, donc que ce soit à l'échelle cantonale, à l'échelle fédérale, etc. Et puis, ça peut être également des données qu'on a récupérées en open data. Et donc, finalement, tout ça, ça compose un patrimoine plutôt vaste, volumineux, et donc on va se poser la question justement de la gestion de tout ce patrimoine et de son exploitation. Donc, le constat réalisé par la société Isogéo, justement, c'est que le patrimoine géographique d'une organisation, il est croissant, donc en termes de volumétrie, comme je l'expliquais, et il est sous-exploité. Donc pourquoi? Donc justement parce que les données sont nombreuses, qu'elles sont peu documentées. Donc ce que j'appelle la documentation, ça va être la fiche de métadonnées qui va être jointe en fait à la donnée elle-même pour en constituer une fiche d'identité. Parfois, ces données, elles sont également dupliquées d'une direction à l'autre et les différents agents n'ont pas forcément conscience de l'existence de ces données au sein de leur organisation. Et puis, les données, elles peuvent être également stockées sous de multiples formats, ce qui ne va pas forcément faciliter leur exploitation par les utilisateurs. Et donc, quand on est utilisateur, se posent différentes questions, notamment la localisation de la donnée. Est-ce qu'elle est stockée en interne? Est-ce qu'il faut aller la récupérer, par exemple, sur la plateforme Geocat? Est-ce qu'elle va être fiable? Donc, est-ce qu'on va avoir le droit de l'utiliser, la diffuser? Est-ce que sa fraîcheur est suffisante également pour une exploitation en interne? Donc tout ça, ce sont des questions vraiment importantes que doivent se poser les différents utilisateurs de la donnée avant de pouvoir envisager toute exploitation. Et puis en parallèle de cette réalité qui concerne le patrimoine, on a aussi une réalité qui concerne les ressources. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas dans votre organisation, mais malheureusement, c'est une réalité qu'on constate quand même assez régulièrement. Mais en fait, on a un certain manque de budget alloué au service SIG qui va du coup se concentrer forcément sur toutes les demandes qui lui sont faites par les différents services, donc des demandes en termes de projet notamment. Et donc, finalement, on se retrouve avec un manque de budget pour ce projet de catalogage, pour la simple et bonne raison que soit il n'y a plus forcément d'argent, soit les ressources sont déjà allouées à d'autres usages. Et donc, le fait également de la transversalité des tâches quotidiennes à réaliser par le service SIG font que finalement, on n'a plus forcément l'occasion de traiter un sujet comme le catalogage. Et du coup, c'est un sujet qui peut rester de nombreuses années dans les cartons. Et en plus de ça, ce qu'on remarque aussi à l'échelle de certaines organisations, c'est un manque de mise en lumière du travail des équipes à la géomatique. Donc, ce qui signifie que finalement, le service géomatique n'est pas reconnu comme une unité transversale de l'organisation qu'il est nécessaire de solliciter lorsqu'on veut travailler sur l'information géographique et en, en déduire des prises de décision à l'échelle d'un territoire. Donc, ce qui fait que notre constat n'est pas forcément très positif.
Mais en tout cas, lorsqu'on commence à s'intéresser au catalogage et qu'on a l'occasion de le mettre en place, voilà, on va en tirer tout un tas d'avantages que je vais vous détailler juste après. Mais avant de commencer, je voudrais revenir déjà sur la définition du catalogage et puis surtout faire la différence avec le catalogue. Donc le catalogage, ça va être la démarche de mise en place justement des catalogues de données géographiques, alors que le catalogue, ça va être plutôt le moyen, ça va être la finalité en fait. Donc on va mettre en place des catalogues d'usage, des catalogues thématiques, des catalogues projets, mais en tout cas, ce sera la finalité. Et derrière, on a toute une démarche intellectuelle et stratégique de mise en place du catalogage. Donc, sur cette slide, vous avez trois petites définitions en quelque sorte du catalogue sur lesquelles je vais revenir juste après. Donc, le catalogue, d'abord, c'est un outil qui va permettre à l'administrateur, donc quand je parle d'administrateur, c'est vraiment au niveau du service SIG. Donc, ça va permettre de gérer, valoriser ainsi que diffuser le système d'information géographique. Le catalogue, c'est aussi une vitrine. Donc là, on est plutôt sur la finalité. Ça va être une vitrine vraiment du patrimoine de données auquel l'utilisateur aura accès. Et puis, en termes d'interopérabilité, cette fois, le catalogue se doit de respecter des normes qui vont permettre justement, Daniel le disait tout à l'heure, l'important, ce sont les données et non pas les outils du SIV dont on dispose à un instant T. Mais donc, en tout cas, les normes doivent favoriser l'interopérabilité des données au sein de l'organisation, de même qu'en externe, et favoriser aussi le partage de l'information géographique. Donc, comme promis, donc je vous le disais, on va rentrer maintenant dans le détail des différentes définitions que je viens de vous donner. Donc, la première, le catalogue comme outil de gestion et de valorisation. Donc, cette fois, on se place plutôt du côté service SIG, autrement dit gestionnaire du patrimoine de données géographiques de l'organisation. Et donc, la démarche de catalogage, elle va permettre, dans un premier temps, de mesurer l'étendue du patrimoine de l'organisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va être capable de donner des pourcentages, par exemple, par rapport à la constitution du patrimoine, combien de pourcents représentent les géoservices chez moi, combien de pourcents représentent les fichiers Shape, etc. Ça va permettre également de mesurer en termes de volumétrie l'étendue du patrimoine. Donc, voilà, ce sont des données importantes, notamment pour la gestion d'un bon stockage en système de base de données, par exemple. Le catalogage, ça va également permettre d'administrer des fiches et des catalogues, c'est-à-dire réaliser un système de tri, de partage, également un système de requête, mettre en place un système de requête autour des catalogues. Et puis, ça va permettre également de faire du monitoring sur le patrimoine, donc être capable d'extraire de l'information à partir des données. Un autre point important, ça va être la mise en place d'une méthodologie partagée de gestion des données. Pourquoi partagée? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le service SIG se doit d'être transversal à l'organisation pour répondre aux problématiques des différents projets qui lui sont soumis. Donc forcément, cette méthodologie, elle va circuler de service en service. Et l'objectif, c'est que les personnes qui sont productrices de la donnée soient vraiment conscientes de la méthodologie qu'on souhaite mettre en place au sein de l'organisation. Et puis, donc, cette mise en place de méthodologie partagée, ça va également permettre de mettre en place les prémices d'une gouvernance de la donnée. Donc ici, je parle des données géographiques, mais on peut aller même au-delà en extrapolant avec la gouvernance de la donnée tout court.
Le catalogage, ça va également permettre de promouvoir le SIG. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va exprimer au travers du catalogue euh, pas mal de choses. Ça va permettre de mettre en lumière le travail réalisé par les équipes, tant en termes d'acquisition que de travail au sein des équipes transversales, l'animation du réseau de partenaires en interne ou bien en externe. En tout cas, le catalogue va vraiment avoir une vie en autonomie et permettre justement de promouvoir ce qui est réalisé. Donc, en somme, cet outil, ça va vraiment permettre de faire gagner du temps et de la productivité au service SIG. Je vais rentrer dans le détail juste après, de toute façon. Donc, deuxième définition, cette fois, le catalogage et le catalogue, surtout le moyen comme outil de diffusion et de communication. Donc, le catalogue, effectivement, il va permettre de partager l'information géographique, je le disais juste avant. Il va permettre également de diffuser la connaissance sur le patrimoine et en effet inverse de mettre en lumière également les thématiques ou les données manquantes justement au sein de l'organisation. Ça va permettre également de favoriser les échanges entre les agents, les directions et les partenaires, puisque la connaissance sur le patrimoine va permettre justement d'avoir des échanges à plus forte valeur ajoutée. Donc, justement, pour signaler des manques, pour demander un accès aux données, pour partager de l'information géographique et non plus simplement s'interroger sur les données. Le catalogue va permettre également de promouvoir le travail réalisé par l'organisation, donc j'en parlais juste avant. On va mettre en lumière tout ce qui aura été réalisé, justement. Et puis, un effet un peu différent, mais qui a une grande valeur, le catalogue va permettre également de lutter contre le caractère abstrait du catalogage. Pourquoi? Parce que quand on parle aux décideurs du catalogage, en général, c'est comme si on avait un point d'interrogation au-dessus de la tête de ces personnes-là, pour la simple et bonne raison qu'elles ne savent pas exactement de quoi ils retournent. Et donc, finalement, quand on dispose d'un catalogue et qu'on peut montrer la finalité justement de la démarche de catalogage, tout de suite, ça paraît beaucoup plus, c'est beaucoup plus parlant pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, une nouvelle fois, le catalogage va permettre un gain de temps et de productivité pour les administrateurs du service SIG. Mais on l'a vu sur cette slide, ça va surtout permettre de rendre autonomes les utilisateurs de la donnée. Et donc, ça va également leur faire gagner un temps précieux. Et donc, maintenant, j'enchaîne sur la partie vitrine du patrimoine de données. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt la partie finalité. Donc, le catalogue va constituer, du coup, le point d'entrée des utilisateurs par rapport à la donnée. En effet, le catalogue va leur permettre de rechercher de l'information avec un système de requête sur le catalogue, avec un moteur de recherche textuel ou filtré sur les aspects techniques de la donnée. Le catalogue va permettre également de réduire les coûts. Donc ça, c'est un effet externe, mais en tout cas, c'est bien réel pour la simple et bonne raison que les utilisateurs, qu'ils se trouvent dans une direction ou dans une autre, vont avoir la connaissance justement sur le patrimoine et ça va permettre justement d'éviter les acquisitions doubles ou bien les commandes de données, les productions de données doubles, pardon. Le catalogue va également permettre d'accéder à la description de la donnée, donc ce qu'on appelle la métadonnée. Et puis, sur cette métadonnée, on peut justement avoir l'information essentielle sur la localisation de la donnée. Donc, où est-ce qu'elle elle est stockée en interne dans son organisation et éventuellement
Donc là, on va s'appuyer par contre sur le système de gestion de droits déjà mis en place au sein de l'organisation. Quand l'utilisateur aura les droits suffisants, on va permettre également à l'utilisateur d'accéder à la donnée, notamment la visualiser ou l'extraire, de telle façon à ce qu'il puisse l'utiliser par la suite. Donc, de nouveau, le catalogue permet un gain de temps et de productivité, à la fois pour le service SIG et les utilisateurs de la donnée, qui vont pouvoir utiliser le catalogue de manière autonome. Alors maintenant, je vais entrer plutôt sur les formes du catalogue, donc les formes qu'il peut revêtir au sein de votre organisation. Donc, j'en ai distingué 4. Il en existe peut-être davantage, mais en tout cas, ce sont les 4 grandes catégories qui peuvent être promues. Donc, la première catégorie, ça va être la page web. Donc, le catalogue, en général, il est mis à disposition des utilisateurs sur l'intranet de l'organisation. Bon, parfois, ça peut être un extranet également, mais en tout cas, on y a accès par un système d'authentification sur lequel on se base justement pour le système de gestion de droits. On accède au catalogue de métadonnées principalement, et puis éventuellement, pour les utilisateurs qui seraient intéressés par la donnée, on peut également donner accès à la donnée directement. La seconde catégorie, ça va être justement le catalogue qu'on peut extraire au travers d'un document physique imprimé ou bien en PDF. Donc, j'attire par contre votre attention sur le fait que ce document, du fait qu'il va être figé dans le temps, ne va pas garder son caractère à jour. C'est-à-dire qu'une fois que le document sera imprimé ou bien qu'il sera exporté en PDF, va par essence devenir obsolète pour la simple et bonne raison que sa fraîcheur va s'éloigner justement au fil du temps. Donc c'est un document effectivement qui peut exister à un instant T, mais dont chez Isogeo on ne recommande pas forcément l'usage. Contrairement à la page web, du coup, qui permet d'être mise à jour constamment. La troisième forme que peut revêtir le catalogue, ça va être une intégration sur un portail. Donc, en général, on a des portails de promotion des organisations qui sont plutôt accessibles aux agents. Mais en tout cas, le catalogue, puisqu'il concerne l'organisation, peut être intégré également à un portail de type plus global. Donc, ça va être soit le portail du système d'information géographique, donc avec un portail proposé par un éditeur de logiciels, par exemple, ou bien ça peut être un portail plus généraliste, le portail d'une organisation sur lequel on va retrouver tout un tas d'informations concernant l'organisation. Et puis, la dernière forme que peut revêtir le catalogue, ça va être justement d'apparaître dans les outils métiers SIG du quotidien. Donc justement, comment est-ce qu'il va pouvoir apparaître? En fait, on va proposer son intégration avec le système de moteur de recherche, le système de requête dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, il suffit d'intégrer cet outil sous la forme d'un plugin ou d'un widget de telle manière à ce qu'il soit utilisé et utilisable pour les utilisateurs directement dans les outils métiers. Et on s'appuiera de nouveau sur le système de gestion de droits en base de données pour accéder ou non, pour autoriser ou non, pardon, l'accès aux données géographiques, mais en tout cas, l'utilisateur aura la possibilité d'accéder aux fiches de métadonnées des données concernées. Alors, j'en ai presque terminé, mais d'abord, je voudrais faire un petit topo justement sur les enjeux principaux du catalogage que j'ai synthétisé sur cette slide.
Donc, le catalogage, ça va être justement l'indexation d'une centaine, voire de milliers de jeux de données. Donc, voilà, il faut en être conscient. Quand on démarre le catalogage, on a justement cet enjeu, ce pendant justement qui existe. Il va y avoir 2 enjeux principaux également qui vont être le maintien à jour du catalogue. C'est-à-dire que finalement, le catalogage, c'est une démarche sur le long terme, qu'il faut envisager sur le long terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une phase de lancement. Donc on va lancer le projet. Il va être tout beau, tout frais, mais surtout, voilà, une fois que l'indexation aura été réalisée, l'objectif, ça va être vraiment de maintenir à jour le catalogue existant. De la même manière, ça va être de le maintenir, enfin, qu'il reste exhaustif. C'est-à-dire que quand on va acquérir de nouvelles données, quand on va monter une nouvelle convention avec un partenaire, l'objectif, ça va être que les nouvelles données en question soient intégrées au catalogue existant pour que ce catalogue soit vraiment le plus exhaustif possible. Donc, du coup, j'attire aussi votre attention sur le fait que se conformer à l'open data, c'est bien beau, mais en tout cas, c'est pas une démarche suffisante pour la simple et bonne raison que l'open data, c'est une démarche échantillonnée, je dirais, du catalogage. C'est-à-dire qu'on va mettre en lumière une partie de son patrimoine, mais que l'intégralité du patrimoine de données géographiques de l'organisation ne sera pas forcément traitée. Donc, c'est un peu dommage quand même de se limiter à cette finalité. Voilà, nous, on considère que l'open data, c'est un des usages du catalogue, mais ça ne devrait pas se résumer à cela. Le catalogage, c'est également la documentation. Donc, la documentation précise des fiches de métadonnées, c'est un aspect essentiel également au travail de catalogage, puisque je vous rappelle que l'objectif de la documentation, c'est de rendre autonomes les utilisateurs finaux sur la consultation justement des fiches, ce qui leur permettra justement de vérifier pas mal d'informations, notamment la fraîcheur de la donnée, sa fiabilité, le droit de les utiliser, d'utiliser la donnée ou non, etc. Un des enjeux importants, ça va être également d'intégrer le catalogage dans les pratiques métiers existantes. Ce qui signifie que le catalogue ne doit pas se limiter aux frontières du service SIG, mais doit bien être utilisé par l'ensemble des directions métiers. Et donc, il est nécessaire de mettre en place une certaine méthodologie et qu'elle soit partagée par les différents utilisateurs pour justement faire vivre le catalogue, qu'il soit maintenu à jour et surtout que ce beau projet ne repose pas uniquement sur le service SIG, mais bien sur tous les acteurs de la donnée géographique. On a également des enjeux en termes de respect des normes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne vit pas sur une île déserte, mais bien au sein d'un pays dans lequel des normes sont en vigueur. Et donc, ces normes, il est essentiel de les respecter pour justement pouvoir ensuite favoriser les échanges de données, de même que l'exploitation de ces données par nos partenaires. Il est également essentiel de conserver l'intégrité des métadonnées d'un logiciel à l'autre. Donc, je reviens de nouveau sur ce que nous disait Daniel tout à l'heure, qu'on soit aujourd'hui adepte de logiciels métiers SIG propriétaires, open source, ou bien que ce système évolue dans les années à venir.
une fois que le travail de catalogage est réalisé, et puis qu'on arrive à tenir son catalogue à jour, ce serait vraiment dommage de tout abandonner et puis de tout perdre en fait quand on va changer de logiciel métier. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi à cet aspect de conservation, de stockage et de récupération possible. Euh, donc, la solution qu'on choisit pour la gestion de ces métadonnées doit vraiment permettre de favoriser l'interopérabilité d'un outil à l'autre. Et le dernier aspect vraiment essentiel de la démarche de catalogage, ça va être de rendre le catalogue attractif. J'entends beaucoup le terme oh, bah, le catalogue, c'est pas sexy en général, et du coup, ça n'attire pas les utilisateurs. Donc, effectivement, ça, c'est un aspect vraiment important. On a tendance à le minimiser quand on est technicien au service SIG, mais en tout cas, si on souhaite vraiment que le catalogue soit un outil essentiel et soit régulièrement utilisé par les différents utilisateurs métiers, il faut vraiment qu'il soit intuitif, attractif et assurer toute sa promotion en interne et en externe pour qu'il soit le plus consulté possible. Donc, si vous souhaitez en savoir plus justement sur la mise en place d'une gouvernance autour des données géographiques, je vous conseille le téléchargement et la lecture de ce livre blanc qui porte le nom justement de gouvernance des données géographiques. Donc, comme ça, c'est très précis. C'est un livre blanc qui est fondé sur le recueil de témoignages de data managers concernés justement par la donnée géographique et au-delà, en Suisse, en France et au Québec. Donc, on s'appuie sur une vingtaine, me semble-t-il, de témoignages d'acteurs renommés de notre domaine stratégique. Donc voilà, ça pourrait vous aider à mettre en place une première réflexion sur le sujet. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, donc, il nous reste une petite quinzaine de minutes pour traiter de vos questions. Donc, vous avez la possibilité dans le chat de noter vos questions. Donc, il y a un onglet conversation, de même qu'un onglet questions-réponses. Donc, je vous engage à y noter vos différentes questions, interrogations ou ressentis sur cette présentation pour qu'on revienne dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de questions particulières. Daniel, est-ce que de votre côté, on a des questions dans la salle? Moi, c'est juste la compatibilité avec Viageo. Parce que comme on publie des données sur Viageo, sur la SIBD, si on a notre catalogue à vivre, on fait nos fichiers métadonnées, est-ce qu'on peut les publier? Enfin, est-ce qu'on peut facilement partager en fait, les métadonnées avec. Oui, je ne sais pas si c'était audible avec le micro à distance. Pas trop. Donc, tu peux répéter. La question, c'est sur la compatibilité du catalogue avec Viageo, qui le catalogue à site VD Viageo sur le canton de Vaud et puis au-delà. Si on a un catalogue interne, est-ce que les deux sont. Est-ce qu'on peut échanger les informations entre les différents catalogues en fait? Alors, en fait, chez Isogeo, on a mis en place un système d'interopérabilité avec justement le CSW et le D4. Et en général, l'un comme l'autre permettent justement de remonter un catalogue Isogeo à une entité de type cantonal. Donc, effectivement, il faudrait réaliser un test justement pour s'assurer effectivement de la récupération d'un maximum de champs. Mais c'est effectivement l'objectif qu'en quelques clics, le travail réalisé sur la plateforme Isogeo soit bel et bien remonté à la plateforme cantonale pour s'éviter la double saisie.
c'est vraiment un enjeu très important, justement, quand on sait la tâche chronophage que représente justement cette démarche de catalogage, de documentation et d'animation aussi autour du projet pour aller rechercher l'information au sein des directions métiers.